Dans Hemingway, je lis les ellipses. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans ce qu'il écrit, dans les nouvelles ou même les romans, c'est tout ce qu'il y a derrière le masque du macho qui va à la pêche, à la chasse et à la corrida. Ce qui est intéressant, ce sont les dialogues où il ne se dit presque rien, finalement. Une espèce de relation toujours très lourde entre les personnages. Il y a une nouvelle en particulier que j'adore qui est Hills Like White Elephants. C'est très, très intense, très dur et en même temps il ne se dit rien. Et on comprend qu'il s'agit d'un avortement que l'homme demande à la femme. Alors c'est justement The American and the Girl. Ils n'ont pas de nom, pas de prénom, pas de passé, rien. On ne sait rien du tout sur eux. Et il y a un moment de tension où elle lui demande de se taire. Elle lui dit, would you please, 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 cette fois, stop talking. Et ça, je trouve que c'est une des plus belles choses de la littérature américaine, pratiquement. Une espèce de façon de ne pas parler de la chose, de ne pas nommer la chose dont il s'agit, et en même temps de créer une espèce de tension extraordinaire. Une vie, une œuvre. Ernest Hemingway, 1899-1961. Jean Dève et Jean-Claude Loiseau. This is Ernest Hemingway. L'œuvre de Ernest Hemingway, pleine de désenchantement, a été longtemps liée à la génération perdue. L'aventure humaine, dessinée comme une autobiographie, est aux prises avec les forces aveugles de l'univers qui mortifie l'homme. Son suicide, en 1961, permet une redécouverte de son témoignage à la lumière de nouveaux livres. Paris est une fête, Île à la dérive, Le Jardin d'Éden. Il montre que lucidité et innocence convergent en un seul point, qui ne peut être surmonté. De quoi est fait le rêve d'un corps contraint à l'enfance, puis à la mort. Hemingway a une avance, je dirais, physique considérable sur la plupart des écrivains de son temps. Et je dirais même sur des écrivains d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une anticipation d'Hemingway, écrivain, sur le corps de l'écrivain qui est quelque chose d'extraordinaire et qu'on sent. Et je dirais la perception claire... Pierre Guglielmina. Qu'Hemingway découvre des choses sur son propre corps tout au long de sa vie. Et je dirais même jusqu'à la fin. C'est-à-dire que même l'épisode du suicide... qu'on a tendance à expliquer de manière un petit peu pathétique. Hemingway ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus écrire, il avait... me paraît une mauvaise interprétation d'Hemingway. Je pense qu'Hemingway, à l'époque où il se suicide, est dans une phase, je dirais, de recherche et de découverte de son propre corps, dont on ne mesure pas encore les véritables effets littéraires. C'est-à-dire que, notamment, les séances d'électrochoc qu'Hemingway s'impose. Et je dirais qu'une des nouvelles qui est dans le recueil Le Chaud et le Froid, qui s'intitule Bonne nouvelle du continent, où il raconte précisément que son fils, ce qui est un épisode véridique, un de ses fils s'était soumis à des séances d'électrochoc, et Hemingway avait été très très marqué par cette expérience. Lui-même fait cette expérience quelques 10 ans plus tard, donc dans les dernières années de sa vie à la fameuse clinique Mayo. Il s'impose ces séances d'électrochoc et je crois très sincèrement, il y aura des documents qui sortiront un de ces jours parce que tous les comptes rendus médicaux de cette époque sont encore couverts par le secret professionnel et donc on ne sait pas véritablement ce qui s'est passé, ce qui s'est tramé, mais je crois qu'Hemingway a compris précisément que une expérience, je dirais, extrême du corps pour un écrivain se situe du côté des manipulations médicales.
Dès l'expérience juvénile de la Première Guerre mondiale, il y a une volonté de s'exposer chez Hemingway qui est phénoménale. Il y a à la fois un désir intense d'exposer et d'exposer son corps notamment. C'est ça qui me paraît une des données essentielles de la compréhension d'Hemingway. D'en faire un corps blessé. D'en faire un corps blessé, un corps exposé, et puis en même temps, je dirais, des effets de grâce successifs. D'où la présence de la corrida, peut-être. Le corps face à la mort. Ah oui, ça c'est évident qu'il trouve là une sorte de miroir de sa propre expérience. Le corps exposé de manière rituelle. Et ça, c'est des choses auxquelles Hemingway est évidemment très sensible, parce que ça renvoie très, je crois, directement à la perception qu'il a de son corps et à la façon dont il a, tout au long de sa vie, mis son corps en jeu pour apprendre à écrire. Et ça, je dirais, jusque dans les derniers mois de sa vie. Et le suicide, là encore, vécu comme effondrement, me paraît une explication d'ordre pathétique que je refuse. Nous avions parlé de la mort sans être morbide. Et j'avais dit à Antonio ce que j'en pensais, et qu'il ne vaut rien, puisque nul d'entre nous ne sait rien à ce sujet. Je pouvais en toute sincérité m'en montrer irrespectueux, et parfois communiquer à d'autres cet irrespect. Mais c'était que je n'avais pas affaire à elle à ce moment-là. N'importe qui peut affronter la mort, mais se consacrer à l'amener aussi près que possible, tout en effectuant certains mouvements classiques, et le faire encore et toujours avant de l'administrer soi-même avec une épée à un animal pesant une demi-tonne et que l'on aime, est plus compliqué que de seulement affronter la mort. C'est affronter sa propre prestation d'artiste et de créateur, chaque jour, et la nécessité d'agir en tueur adroit. Antonio devait tuer avec vitesse et humanité, et donnait pourtant au taureau toutes ses chances de l'atteindre, lorsqu'il passait par-dessus la corne au moins 2 fois par jour. Henri Robillot, comment est-ce que vous avez rencontré Ernest Hemingway ? J'ai commencé par le rencontrer à Pampelune, si j'ose dire. Car tout de suite après la Libération, un certain nombre de mes amis, dont M. Jean Pouillon, philosophe connu, ont une crise d'Hemingway. Enfin, on ne jurait que par Hemingway, et Hemingway avait beaucoup parlé, d'abord dans l'après-midi de la fête de Pampelune, de la feria, et en particulier de l'Encierro, qui est ce défilé des taureaux à travers les rues de la ville qu'on mène depuis les chorales. Et alors, sous le signe d'Hemingway, nous sommes tous partis pour Pampelune, où pendant 3 jours, on couchait un peu partout, dans le bistrot, sur un banc, ou bien dans le jardin de la Media Luna, enfin, sans jamais se retrouver d'ailleurs. Tellement la foule était dense, et tellement on était obligé de boire. Alors ça, c'était aussi sous le signe d'Hemingway. Car on ne peut pas refuser à un Espagnol, pendant la durée de la fête, qui vous tend sa gourde en peau de bête, ne peut pas refuser une lampée. Ce qui fait que ça, à la fin de la journée, on est très fatigué. À cette époque-là, qui était Hemingway ? Qu'est-ce qu'il avait publié ? Qu'est-ce que vous aviez lu ? Eh ben, les 2 grands romans, enfin, bien sûr, Le Soleil se lève aussi, et puis L'Adieu aux armes. Mais la rencontre avec les textes, alors c'est avec Marcel Duhamel. Car j'étais arrivé à la série noire par l'intermédiaire de tous les copains, Scipion, Vian et quelques autres, alors que j'étais journaliste de cinéma. Et un jour, Marcel m'a dit, tu veux pas essayer de traduire des nouvelles d'Hemingway? Alors ça m'impressionnait beaucoup, parce que je n'avais pas fait de littérature sérieuse, entre guillemets, mais seulement des romans policiers. Alors c'était ma première tentative.
Et devant ce texte qui paraissait si facile, là j'ai été très déconcerté parce que je me suis aperçu après, certains auteurs, si vous trouvez une formule pour traduire, rendre une phrase, vous êtes bien content, mais devant Hemingway, il y avait chaque fois 10 possibilités. Et pas moyen de savoir laquelle était la bonne, tellement c'était sec, comme ça, ou presque squelettique. Enfin, ça, c'est une des choses qu'on admirait aussi beaucoup. Mais c'était sûrement le résultat d'un long travail. On a mis du temps à s'en apercevoir. Quel est le problème de Hemingway lorsqu'il écrit? C'est d'essayer de gommer au maximum l'angoisse? Oui, enfin, il veut en dire le moins possible. Il pratique la politique selon ses propres termes, je crois, la politique de l'iceberg. Il ne montre que la partie émergée. Il faut lire entre les lignes. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Enfin, Truman Capote, que j'ai traduit plus tard, pratique la même chose. Il appelle ça sous-écrire. Et au fond, c'est ce que faisait Hemingway. Alors, l'angoisse, sûrement, l'angoisse de la mort, ça, qui est tout le temps présente. Peut-être la suite du suicide de son père. Il s'est bien suicidé, je crois. Et puis, il y a plusieurs suicides dans ses œuvres, autour de lui. Maintenant, on a dit lui-même, puisqu'il ne pouvait plus jouir pleinement de l'existence, qu'il s'était lui-même supprimé. Alors, vis-à-vis des femmes, apparemment, elles jouent un rôle important. Justement, je crois que c'est un des problèmes, c'est ce que je me suis laissé dire. C'est une des raisons pour lesquelles il a renoncé à la vie, c'est que il faisait fiasco, comme disait Stendhal, et qu'il ne supportait pas de faire fiasco. C'était une atteinte à sa virilité trop cruelle. Dans l'obscurité, il se rendit dans l'étrange contrée, et c'était véritablement très étrange. Dur d'y entrer, tout à coup d'une difficulté périlleuse. Puis aveuglément, heureusement, sans danger, enveloppé, débarrassé de tous les doutes, de tous les périls, de toute crainte, tenu, sans retenir, tenir toujours plus, retenu encore pour tenir, chassant toutes les choses d'autrefois et toutes à venir, tirant l'éclat du bonheur commençant dans les ténèbres, plus près à présent, plus près et toujours plus près, pour aller au-delà de toute croyance, plus long, plus fin, plus loin, plus loin, plus haut et plus haut, pour conduire vers le bonheur soudain, atteint comme un bouillonnement. Pour vous, c'est une autobiographie un peu latérale, un peu comme si Hemingway se parlait à lui-même pour faire le point au fur et à mesure des romans ou des nouvelles? Oui, il y a certainement quelque chose de l'ordre de l'autobiographie, puisque un très beau roman, par exemple, Garden of Eden, a été publié après sa mort, comme si c'était trop proche de lui pour être publié de son vivant. Marie-Christine Le Mardelet. Et là, justement, précisément, il s'agit d'un couple où la femme amène une femme dans le couple, fait une espèce de couple à trois, assez étrange, où il s'agit beaucoup de se faire couper les cheveux et d'être tous pareils, blonds, platine, décolorés, enfin. Et on dirait que ça, il ne pouvait pas le publier tant qu'il était là. Et l'homme, la vie, qui a une vie compliquée, hors des États-Unis. Oui, il y a une espèce de dérive
On dirait qu'il passe son temps à dériver en Europe après la guerre, après la Première Guerre mondiale. Bon, c'est la célèbre formule de Gertrude Stein, vous êtes une génération perdue. C'est son garagiste qui avait dit ça. Alors, Hemingway, ça l'agaçait beaucoup. Il a écrit un petit chapitre là-dessus dans Paris est une fête, A Movable Feast, où il disait, oui, ces étiquettes, il y en a marre, ça sert à rien. Mais en fait, c'est une étiquette qui collait bien à cette vie de bar en bar. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il écrivait quand même. On en fait toujours le portrait de quelqu'un de très dissolu, mais il trouvait quand même le temps d'écrire, d'être seul face à son papier. Il y a beaucoup de points communs entre Scott Fitzgerald et Hemingway. Beaucoup plus qu'on ne le dit jamais, puisque on présente toujours Fitzgerald comme un dandy et Hemingway comme un gros dur, et en fait, ils étaient très proches. C'est en fait la formule de Fitzgerald qui commence la première phrase de La Fêlure, ce texte qui s'appelle en anglais The Crack-Up. Cette formule, of course, all life is a process of breaking down. C'est le of course qui est remarquable là-dedans, je crois. Ça s'applique très bien à Hemingway. Toute vie est un processus de dégradation. C'est une évidence, c'est une telle évidence que c'est même pas la peine d'en parler. Donc on écrit des romans autour de cette fêlure. Ou des nouvelles. This is Ernest Hemingway. There was a long white beach with coconut palms behind it. The reef lay across the entrance of the harbor, and the heavy east wind made the sea break on it so that the entrance was easy to see once you had opened it up. There was no one on the beach, and the sand was so white that it hurt your eyes to look at it. The man on the flying bridge studied the shore. There were no shadows. Michel Grisset, comment est-ce que vous essayez d'entrer dans l'univers de Hemingway? Eh bien, je crois par les nouvelles, puisque c'est ce qu'il a fait de mieux. C'est quand même une écriture pauvre. Non. Faite économique, mais pas pauvre, je crois pas. Non, elle est très laconique même. Elle tente, au moins au début, je crois, jusqu'à la fin. Et à la fin, peut-être pouvez-vous dire qu'elle s'appauvrit parce qu'elle se répète et parce qu'elle s'imite elle-même. Et ça, je crois, malheureusement, il n'y a pas échappé. Mais non, au début, il s'est mis à l'école de Flaubert. Et Hemingway écrit pour quoi faire? Pour faire vivre des personnages, pour créer des situations. Non, il écrit pour devenir écrivain. Ah oui, ça c'est. On voit dans sa correspondance, c'est incontestable, et il était tenaillé par cette ambition. Et je crois que ça c'est tout à fait sincère. Enfin, ça n'est pas. Ça précède la pause, car il y en a une bien sûr, mais il était sincèrement voué à l'écriture. Enfin, il faisait des pages et des pages d'exercices. Il s'est mis à l'école de. Il y en a une alors qui lui a appris, qui s'est interposée évidemment entre Flaubert et lui, c'est Gertrude Stein. Elle, je crois, lui a dicté que sa seule ambition c'était ça, enfin. Et je crois qu'il ne faisait pas mystère que ce qu'il vivait devait passer dans l'écriture, mais à lui-même d'ailleurs. Il y a un rapport quand même entre le reportage et la nouvelle, la brièveté. Ben oui. J'ai l'impression qu'il y a une économie, enfin il y a une répartition de l'effort entre les nouvelles, par exemple, au début, et les dépêches, puisqu'on les appelait comme ça, telles que, bon, ils mettaient pas le paquet sur les dépêches. Mais c'est sûr qu'il y a... Le journalisme l'a marqué, quoi. Comme ça n'a pas marqué des grands contemporains qu'il a eu, comme Faulkner, par exemple, ou même Dos Passos, enfin. Il y a les nouvelles qu'il essaie d'écrire, qu'il parvient à écrire, et puis il y a celles qui sont liées aux aventures de Nick Adams. Oui. Double de Hemingway. Oui. Et la figure de Nick Adams qu'il dessine à travers les nouvelles qui le concernent est évidemment emblématique et même, paradigmatique en quelque sorte. Bon, elle représente le héros américain. Self-made man, d'une part, d'autre part, qui incarne un petit peu toutes les
tout ce qu'on a pu dire, et notamment à travers les thèses de Leo Marx, vous savez, sur le pastoralisme, l'amour de la nature, et en même temps, à travers Nick Adams, il est évident qu'on voit aussi se dessiner le fantasme, par exemple, féminin, chez le héros de Hemingway, qui est à la fois attiré et repoussé par les femmes. Enfin, ça me paraît évident. Je ne suis pas de ceux qui ont craché sur le dernier roman. Vous savez qu'on a dit de Hemingway qu'il avait sa fortune en manuscrits, et que ces manuscrits étaient en banque. Et de fait, on en a sorti un certain nombre après sa mort. Et puis apparemment même, du moins en français, ça continue. Mais quand on a sorti Le Jardin d'Éden, moi, j'ai pas trouvé que c'était un roman exécrable. Simplement, c'est vrai qu'il y trace un petit peu... c'est très autobiographique. Et il y raconte un petit peu son séjour en Europe avec une femme. Moi, je crois que la matière... est autobiographique, et simplement c'est peut-être pour ça qu'il avait mis le livre de côté, d'ailleurs, qu'il l'avait par une espèce de pudeur qui lui est tout à fait idiosyncratique, qui le représente tout à fait. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à travers les femmes, Hemingway et d'ailleurs ces personnages en général poursuivaient certainement un rêve. C'est pourquoi je parlais de mythe, qui est celui de l'androgynie. Il resta allongé, immobile, et soudain sentit quelque chose, sa main qui le prenait, et explorait plus bas. Et alors il l'aida de ses propres mains, puis se laissa aller en arrière dans le noir, et ne pensa plus à rien, et ne sentit plus rien. Sinon le poids et l'étrangeté en lui, et elle dit, « Maintenant tu ne sais plus qui est qui, n'est-ce pas? » Non. Tu es en train de changer. Oh, tu changes. Tu changes, oui, tu changes. Et tu es ma petite femme, Catherine. Tu veux bien changer, être ma petite femme et me laisser te prendre? C'est toi, Catherine? Non, je suis Peter. Tu es ma merveilleuse, Catherine. Tu es ma belle, ma charmante, Catherine. Qu'est-ce que tu as été gentille de changer? Oh, merci, Catherine. Tellement. Je t'en prie, comprends. Je t'en prie. Rends-toi compte et comprends. Je te ferai l'amour éternellement. À la fin, tous deux se retrouvèrent morts et vides. Et pourtant, ce n'était pas terminé. Ils restèrent allongés côte à côte dans le noir, leurs jambes se frôlant, et il sentait qu'elle abandonnait sa tête sur son bras. La lune s'était levée, et il faisait un peu plus clair dans la chambre. Sans regarder, elle laissa sa main courir, curieuse sur lui, jusqu'en bas de son ventre, et dit... Tu ne me trouves pas perverse? Bien sûr que non. Mais dis-moi, tu penses à ces choses depuis longtemps? Pas tout le temps, mais souvent, en fait. Tu as été tellement merveilleux de te laisser faire. Le jeune homme enlaça la jeune femme et la serra très fort contre lui, et sentit ses beaux seins se plaquer contre sa poitrine, et baisa sa bouche chérie. Il la garda tout contre lui et la serra très fort. Et au plus profond de lui-même, il disait « Au revoir, et au revoir, et au revoir. » Restons ainsi immobiles et très calmes, et serrons-nous très fort, et ne pensons à rien, dit-il. Et son cœur disait « Au revoir, Catherine. Au revoir, ma petite femme jolie. Au revoir, et bonne chance. » Et les personnages, entre autres féminins, y plongent dans cette fêlure? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils n'ont jamais l'air de plonger. C'est-à-dire que c'est plutôt une folie prête à affleurer, mais qui n'éclate jamais. En fait, justement, par exemple, dans cette nouvelle dont je parlais tout à l'heure, ou dans The Garden of Eden, ou dans aussi The Sun Also Rises... Ce sont des personnages de femmes toujours un peu à la lisière, prêtes à tomber, mais elles ne tombent pas. Elles disparaissent. Et que font-elles, entre autres par rapport à la vérité, c'est-à-dire à l'amour? Elles fuient. Elles se jettent dans les bras d'un toréador, comme dans le cas de Brett Ashley. Et il y a cette magnifique litote à la fin de Fiesta, de Sun Also Rises, le soleil se lève aussi, qui est quelque chose comme...
We could have had such a damn good time together. C'est elle qui dit ça, il répond Isn't it pretty to think so? C'est genre va, je ne te hais point, un style américain, quoi. Mais on a l'impression que les femmes ne tombent pas. C'est pas comme dans, par exemple, Tender is the Night de Fitzgerald, où la femme vraiment est présentée comme schizophrène. Elle fait un séjour en Suisse. Il y a tout un passage en monologue intérieur où on a l'impression que là, véritablement, on est dans la folie. Elle en sort d'ailleurs de manière tout à fait improbable d'un point de vue réaliste. Mais toujours est-il qu'on voit la folie de l'intérieur, tandis que chez Hemingway, elle est suggérée. On voit des femmes, un peu comme dans le... Enfin, c'est anachronique ce que je veux dire, mais dans le film de Cassavetes, Une femme sous influence, on a l'impression d'une espèce d'hystérie qui est là, très près, mais qui n'éclate pas. Donc l'amour n'existe pas. Bon, et l'amour existe quand même pour Hemingway. Oui, ça existe. Ça lui a pris beaucoup de temps. Il a une conception un peu hygiénique de l'amour, c'est-à-dire ça fait partie des sports qu'on pratique pour se mettre en forme avant d'écrire. Et d'ailleurs, il dit des choses assez intéressantes. Il dit qu'après avoir fait l'amour, on se sent vide, donc il faut lire avant de pouvoir se remettre à écrire. Enfin, une espèce de vision du vide et du plein autour de l'amour. Je ne sais pas en dire beaucoup plus sur les sentiments. Je ne sais pas si c'était quelqu'un de sentimental. On présente toujours son père comme quelqu'un de sentimental. Je crois que les sentiments, il les a exprimés par rapport à la pêche. La pêche à la ligne, quand il décrit Nick Adams, par exemple, à la pêche, là, on a l'impression qu'il se laisse aller à être plus sentimental. Mais avec les femmes, non. Vous pensez que le journaliste ou le reporter est aussi masqué que l'écrivain ? Plus parce que c'est Gertrude Stein justement qui lui a dit dans les années 20, quand ils se sont rencontrés à Paris, il faut arrêter d'être journaliste parce que si vous continuez à écrire en tant que journaliste, vous penserez aux mots, vous ne penserez pas aux vraies choses. Quels sont les principes de l'écriture, s'il y en a ? Pas d'adjectifs, le moins de métaphores possible, des dialogues où on ne dit jamais qui parle. Ce qui fait que quand vous lisez une nouvelle, vous êtes obligé de recompter pour savoir si c'est l'homme ou la femme qui parle. Et surtout, la vision de l'extérieur. Très rarement, on voit ce que pense un personnage. On voit surtout des dialogues, des gestes, des objets, des choses, mais pas l'intérieur. Il n'y a pas d'intériorité. Et pourtant, on a l'impression de les sentir, de les comprendre. C'est ça qui est remarquable. Donc une écriture, oui, sèche de l'ellipse et du presque rien. Quand finalement il se replongea dans l'histoire, le soleil était déjà haut et il avait oublié les deux femmes. Il lui avait fallu penser à ce que son père aurait pensé ce soir-là, assis par terre, adossé au tronc jaune du figuier, avec à la main la tasse émaillée remplie de whisky coupé d'eau. Son père avait toujours traité le mal à la légère, ne lui laissant jamais la moindre chance et niant son importance, de sorte qu'il n'avait ni réalité, ni forme, ni dignité. Il traitait le mal comme un vieil ami digne de confiance, se disait David. Et le mal, quand il le contaminait, ne savait jamais qu'il avait marqué un point. Son père, il le savait, n'était pas vulnérable, et contrairement à la plupart des gens qu'il avait rencontrés, seule la mort pouvait le tuer. Finalement, il savait ce qu'avait pensé son père, et le sachant, il ne l'intégrait pas à l'histoire. Il se contentait d'écrire ce que faisait son père et ce qu'il ressentait, et ce faisant, il devenait son père, et ce que son père disait à Mollo était ce que lui-même disait. Alors, que raconte le Jardin d'Éden, Geneviève Illiman ? Alors, le Jardin d'Éden, c'est une autre histoire. J'avoue que quand le Jardin d'Éden est sorti, j'ai fait le voyage aux États-Unis pour voir le manuscrit.
Non, j'avais trop vu de manuscrits. J'avais vu la façon dont Hemingway les manipulait. Et je me demandais ce que c'était devenu. Et quand on a annoncé le Jardin d'Éden, les gens, puisque j'étais restée quand même très en rapport avec la bibliothèque Kennedy et avec les universitaires américains qui travaillaient là-dessus, on m'avait dit qu'il y avait des milliers de pages sur lesquelles il fallait choisir. Et je suis donc allée voir ces milliers de pages et j'ai été stupéfaite parce que j'ai découvert que le Jardin d'Éden n'est pas du tout ce qu'a écrit Hemingway. Le Jardin d'Éden a été cuisiné par l'éditeur américain, ou plutôt le directeur littéraire qui l'a chargé de faire le travail, de façon à être un best-seller. Et pour qu'il rencontre ce succès, il fallait qu'il corresponde plus ou moins à l'idéologie américaine. Or, ce qu'a raconté Hemingway n'était pas du tout l'idéologie américaine. Par exemple, il y a deux femmes, vous vous rappelez, dans l'histoire. Et il y a la seconde. La première est une femme fleur qui est capricieuse, qui est géniale et qui le détruit d'une certaine façon, puisqu'elle brûle le manuscrit, qui à la fois veut être ouverte mais qui est jalouse. Et la deuxième est une femme calme qui l'aide, qui, lorsque la première femme s'en va, aide l'écrivain à se retrouver et qui lui permettra de retrouver ce premier manuscrit et qui lui permettra d'avoir une renaissance, puisque la fin du livre, il retrouve ce qui avait été brûlé. En réalité, l'histoire n'est pas du tout comme ça. L'histoire, la deuxième femme, est une ignoble bonne femme, extrêmement calculatrice, extrêmement hypocrite, et elle a décidé de se faire épouser. Confère la deuxième femme de Hemingway. Et elle s'immisce dans le groupe des trois, et il y a des tas de monologues intérieurs où on la voit placer ses raies. Et en même temps, on la voit par exemple se dire que se faire un enfant ne serait pas mal pour garder l'écrivain. Or, dans le manuscrit, il y a une rencontre entre l'écrivain et sa première femme. Sa première femme revient de s'être fait traiter en maison de repos. Ça fait penser à Du Tender's the Night de Fitzgerald. Et elle sent qu'elle est brisée. Et au fond, elle fait un pacte avec son mari et ils se promettent de se suicider ensemble. La première Hadley, la seconde la Pauline. La deuxième, c'était Pauline. Bon, avec la première Hadley, il s'est trouvé. Et d'ailleurs, il ne l'a jamais oublié, il a été indécent même dans sa façon de ne pas la rejeter et de la poursuivre pendant toute sa vie. Pauline est une amie intime d'Hadley. Pauline était une jeune américaine riche qui voulait un bel américain célèbre et qui a fait tout ce qu'il fallait pour l'avoir, qui l'a flatté. Et Hemingway est tombé en plein dans le panneau, puis a fait payer très chèrement à Pauline ce qu'elle avait fait, elle. La troisième, c'est la plus étonnante, c'est la journaliste Martha Gellhorn, qui était pour la première fois plus jeune que lui et qui, pour la première fois, s'est posée comme son égale. Et il ne le lui a pas pardonné. En particulier, c'est elle qui a voulu venir en Europe pour couvrir la guerre et il a tout fait pour l'empêcher de venir en Europe. Et il a été, quand elle est partie quand même, d'une mesquinerie avec elle assez atroce. Son divorce n'a rien de glorieux. Quant à la quatrième, il lui fallait une compensation. On va quand même la nommer. Oui, elle s'appelait Mary. C'était également une journaliste, mais elle a accepté, elle, tout en étant une journaliste, d'être totalement la femme d'eux. Et elle a supporté tous ces caprices, toutes ces violences, toutes ces maladies, avec une patience absolument extraordinaire. Elle était bien décidée à rester jusqu'au bout. À Scott Fitzgerald, le 7 septembre 1926, Paris. Hadley et moi sommes toujours séparés. Je pense aller à vélo à Marseille en octobre et vivre un mois environ à Marseille pour travailler. Irai te voir à vélo quand tu auras terminé ton livre.
Notre vie est tout entière devenue un enfer, ce qui semble être l'unique chose que l'on puisse attendre d'une bonne vie. Inutile de dire qu'Adèle a été parfaite et qu'à tous les points de vue, tout a été entièrement de ma faute. C'est là la vérité, et non un geste poli. Néanmoins, maintenant que j'étais en enfer depuis les environs de Noël dernier, avec plein d'insomnie pour éclairer la route, ce qui fait que j'ai pu étudier le terrain, je m'y suis en quelque sorte habitué, et m'y trouve même plutôt bien, et prendrais probablement plaisir à le faire visiter à des gens. Comme c'est nous qui nous fabriquons notre enfer, nous devrions certainement nous y plaire. Toujours tien, Ernest. Comment, de quelques mots, situer les 4 femmes de Hemingway, qui, selon vous, seraient complémentaires ? Il y a un fait biographique qui est très intéressant, c'est qu'elles sont toutes originaires de Saint-Louis, ou de la région de Saint-Louis. Donc ça, c'est déjà un fait biographique patent. C'est-à-dire une fidélité. C'est une fidélité d'Hemingway, bien évidemment. 4. Alors, la question des femmes chez Hemingway est passionnante, parce que c'est une monogamie non dogmatique. C'est-à-dire que la position d'Hemingway par rapport à ces femmes, c'est une position, je dirais, de sincérité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui comprend précisément que la façon dont il expérimente son propre corps va le mettre dans une position extrêmement dangereuse par rapport aux femmes. C'est-à-dire la façon dont il expose son corps en fait de lui une cible privilégiée pour les femmes. Et bien évidemment, il est confronté à ça tout au long de ces 4 mariages, avec une sorte de chance variable. C'est-à-dire que la chance qu'il a avec Adèle me paraît très grande. Celle qu'il a avec Pauline, sa deuxième femme, me paraît un petit peu déséquilibrée. L'expérience qu'il a avec Martha Gellhorn, qu'on interprète généralement comme son plus mauvais mariage, est à mon sens une des expériences les plus positives. C'est là qu'il apprend le plus de choses. Et l'expérience avec Mary Welsh, donc la dernière, me paraît être la plus pathétique, la plus tragique. Bon, là encore, il ne faut pas essayer d'expliquer le suicide d'Hemingway par les rapports qu'il a avec Mary Welsh, mais je crois que les rapports avec Mary Welsh sont du côté du pathétique. C'est l'expérience la plus pathétique des 4. Mary a quand même observé l'expérience de Hemingway et d'Adriana. Oui, alors ça aussi, c'est un épisode évidemment très, très passionnant. C'est un épisode passionnant parce que c'est un épisode qu'on trouve mis en scène de manière cachée, cryptée dans Au-delà du fleuve et sous les arbres, qu'on trouve aussi dans le Jardin d'Éden. C'est-à-dire que l'expérience biographique qui nourrit le Jardin d'Éden, c'est à la fois des expériences qui remontent à Adèle, parce qu'on sait très bien que du côté d'Adèle, il y a eu des choses comme ça un petit peu lesbiennes qui sont déroulées à l'époque où il était marié à Adèle, mais c'est bien évidemment aussi l'expérience avec Adriana et Mary Welsh. Et puis il y a aussi la sœur de Pauline qui apparemment a eu une aventure avec Adèle. Donc c'est des triangulations complexes, mais c'est bien évidemment sur ces 2 triangles que se joue l'affaire. Et ce que Hemingway cherche à voir dans ces expériences-là, c'est comment... Parce que ce qu'il recherche au fond, c'est les effets de la grâce sur son propre corps d'homme, et il cherche à observer aussi les effets de la grâce sur des corps de femmes. Que pensez-vous de la présence un peu obsessionnelle de la pilule à bronzer ? Oui, l'idée de la pilule à bronzer qui serait en quelque sorte un moyen magique, une sorte de filtre qui permet d'accéder à une région où les corps deviennent en quelque sorte uniformes. C'est un petit peu le jeu qu'Hemingway s'amuse à organiser, parce que
Je crois que Hemingway, pour revenir encore à cette histoire de corps qui m'obsède un peu, est très conscient de ce qui est en train de se préparer du côté justement de l'indifférenciation sexuelle et des corps bronzés justement. Il n'y aurait plus de différence. L'écriture ne pourrait plus faire la différence. Je crois que seule l'écriture fait la différence du point de vue sexuel. C'est-à-dire que toute l'exploration qu'Hemingway fait, en quelque sorte, de tous les domaines traditionnels de la différenciation sexuelle, c'est-à-dire tout ce qui, au fond, était considéré comme appartenant à l'homme, la guerre, la chasse, la pêche, la boxe, les rivalités entre hommes, enfin tout ce domaine en quelque sorte réservé de la différence sexuelle. Hemingway en constate l'effondrement ou la ruine, et ce dont à mon sens, il n'a pas grand-chose à faire. C'est-à-dire, Hemingway n'est pas du tout un réactionnaire. C'est pas quelqu'un qui essaye de préserver les domaines d'élection de la virilité masculine. Il est plutôt intéressé par la délimitation de la ligne de front. Or, il voit bien que ces domaines traditionnels sont en train de se modifier, et il cherche la nouvelle ligne de front. Et au cours donc de cette expérimentation qui prend la forme d'une vie, il s'aperçoit que c'est l'écriture qui lui permet de repérer ça le mieux possible. Pas la chasse, pas la pêche. Tout ça, c'est de la provocation. Alors il y a des effets de provocation. Hemingway, chasse, pêche. Je suis pas sûr qu'il ait été un excellent chasseur, un excellent pêcheur, mais ce qu'on peut constater indéniablement, c'est que c'était un excellent écrivain. Et pas parce qu'il a fait des grands livres, mais précisément parce qu'il pousse l'expérience. Ça, c'est son discours du Nobel est exemplaire pour ça. Il dit ce qui fait qu'on est un grand écrivain, c'est qu'on prend l'expérience faite par les autres grands écrivains au point où ils l'ont menée, au point le plus absolu, le plus radical qu'ils ont atteint, et puis on essaye de prolonger cette expérience au-delà de ce qu'ils ont atteint. C'est ça qui fait que l'expérience littéraire a une valeur. C'est pas de faire des livres, c'est pas de... Hemingway n'est pas fétichiste, c'est pas du tout un écrivain. Oui, c'est un écrivain de l'expérience, au sens où la littérature, précisément, c'est ce qui permet d'explorer des régions qu'on ne pourrait pas atteindre sans elle. Et notamment, la région clé pour les écrivains du siècle, c'est évidemment la région de la différence sexuelle. Et Hemingway, pour ça, le Nobel, en quelque sorte, ne l'a pas calmé. C'est-à-dire que toutes les tentatives d'arraisonnement d'Hemingway, de son vivant et depuis, échouent. Writing at its best is a lonely life. Organizations for writers palliate the writer's loneliness, but I doubt if they improve his writing. He grows in public stature as he sheds his loneliness, and often his work deteriorates. La vie d'un écrivain, en mettant les choses au mieux, est une vie solitaire. Les groupements d'écrivains pallient la solitude, mais je doute qu'ils améliorent son style. Son importance grandit aux yeux du public lorsqu'il renonce à sa solitude. Mais souvent, son œuvre en souffre, car il œuvre dans la solitude. Et s'il est assez bon écrivain pour cela, il doit chaque jour affronter l'éternité, ou son absence. Chacun de ses livres devrait être, pour un véritable écrivain, un nouveau commencement, un départ, une fois de plus, vers quelque chose qui est hors d'atteinte. Il devrait toujours essayer de faire quelque chose qui n'a jamais encore été fait, ou que d'autres ont essayé de faire, mais en vain. Alors, quelquefois, avec beaucoup de chance, il réussira. How simple the writing of literature would be if it were only necessary to write in another way. Comme il serait simple d'écrire, s'il fallait seulement écrire autrement ce qui a déjà été bien écrit. C'est parce que nous avons eu de si grands écrivains dans le passé qu'un écrivain est maintenant obligé d'aller très loin par-delà l'endroit qu'il peut normalement atteindre, là où personne ne peut plus l'aider. J'ai parlé trop longtemps pour un écrivain. Un écrivain devrait écrire ce qu'il a à dire, au lieu de parler. De nouveau, je vous remercie. Hemingway travaille énormément, et en même temps, il a une espèce de fétichisme de son travail. C'est, je crois, le seul écrivain
qui ait conservé tous ses brouillons jusqu'au dernier. Ce qui rend le travail, l'étude de son style absolument fascinante, puisqu'on a à peu près les 5 étapes de son écriture. Il écrit au crayon le matin. Le lendemain, avant de recommencer, il se corrige avec un autre crayon. Puis il fait taper à la machine ou il tape à la machine. Il relit et il corrige. Puis il y a les épreuves d'imprimerie qu'on lui renvoie pour corriger. Et sur ces épreuves, encore, il corrige. C'est-à-dire que sans arrêt, on le voit qui met au point son texte. Et on ne pourrait pas prendre un exemple? Eh bien, je peux prendre comme exemple les premières pages du premier livre qu'il a écrit et qui, à mon avis, est son meilleur livre, Le soleil se lève aussi. Par exemple, le premier jet, c'était de raconter la rencontre avec le Romero dans la chambre d'hôtel de Pampelune, rencontre qu'il a ensuite reportée au milieu du roman parce qu'il a préféré suivre un ordre chronologique. Et ça, sur un plan de la rhétorique, c'est très révélateur. Transformer la chronologie, c'est une façon d'intervenir dans le récit. D'ailleurs, il l'a fait dans la courte vie heureuse de Francis Macomber, il a fait ça. Mais là, il n'a pas voulu le faire. Puis, il a essayé de raconter sa propre vie. Il s'est raconté petit enfant, puritain, et bien élevé par sa maman, mais fasciné par un oncle qui était un monsieur qui n'était pas très convenable et qui le fascine avec son gros nez qui fait penser un peu à W.C. Fields, jusque dans son cercueil. Mais au fond, là, c'était donner la clé du personnage et de sa vision. Puis, il a fait un autre début où il raconte l'arrivée des Américains à Paris. Il raconte l'état d'esprit des Américains à Paris. Puis, il a fait un nouveau début qui commence « Ceci est un roman à propos d'une femme, son nom est Lady Brett Ashley », etc., etc. Et il était à ce moment-là très ami avec Fitzgerald, qui a lu le livre, qui avait pour Hemingway une admiration sans borne, mais qui le critiquait avec beaucoup de gentillesse et une certaine naïveté, ce que Hemingway ne pouvait pas supporter. Et j'ai vu le manuscrit qu'il avait envoyé à Fitzgerald et la lettre de Fitzgerald qui lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu racontes toutes ces histoires Commence donc le récit, au milieu du récit, ne t'en prends pas les pieds dans ces histoires-là. » Alors, au-dessous de la lettre, Hemingway a mis un commentaire extrêmement désagréable, mais il a cédé à moitié, et il a commencé par ce personnage de Cohn, qui a l'air vraiment incompréhensible, et quand on regarde bien ce premier chapitre, on s'aperçoit que dans ce personnage, qui est un anti-personnage, il raconte déjà toute l'histoire, il présente tous les thèmes, et il se présente, lui, Jake, à la fois comme personnage et comme narrateur. Et en particulier, il y a un second paragraphe qui dit « Je me méfie de tous les gens qui sont simples et francs. » Et après avoir raconté cette histoire si méchante sur Cohn, j'ai fait finalement vérifier ce qu'on racontait sur lui. Et on s'aperçoit qu'il donne là la clé de tout le roman. Parce que s'il se méfie des gens qui sont simples et francs, qu'est-ce qu'il est, lui ? Quel est le livre que vous préférez ? Peut-être The Sun Also Rises. Pour justement ce jeu avec ce qui n'est pas montré, ce qui n'est pas dit. La blessure de Jake Barnes n'est jamais dite. Ou cette espèce de jeu de fuite entre les personnages de l'homme et de la femme, Brett Ashley et Jake Barnes. Vous savez, la phrase de Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel, c'est vraiment ça, il n'y a pas... Les sexes, ça se complète pas du tout. Ça passe son temps à se fuir ou à se chercher, mais... Pas à se rencontrer. Non. Et ça, on le sent très très bien dans l'écriture de Hemingway. Récemment, on a ressorti un poème dans les manuscrits qui s'appelle « Intelligence critique », adressé à, je crois, Hadley, sa première femme. Et... il dit exactement ça, il dit on va pas jouer au papa à la maman, je suis pas ton papa, tu n'es pas ma maman, on peut pas fusionner,
Ça n'existe pas. Sinon, j'aime beaucoup les nouvelles. Elles sont vraiment d'une densité extraordinaire. Et elles ont été un peu détournées, je dirais, quelquefois par les traductions. Par exemple, Hills Like White Elephants, ça a été traduit par Paradis perdu. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est la fille qui dit que les collines ressemblent à des éléphants blancs. Et alors tout de suite, la critique a interprété que ça voulait dire elle est triste de cette maternité triomphante qui ne va pas devenir. Enfin, c'est les fantasmes des critiques qui mettent ça dans les textes, mais il n'y a pas ça du tout. Ce qui est beau, c'est justement l'espèce de dépouillement incroyable de cette écriture. Le roman The Garden of Eden aussi est très beau. Il y a une façon dans les dialogues de ne pas dire ce qui ne va pas, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, justement, cette fêlure à l'intérieur du personnage de la femme et entre eux aussi. Mais voilà, je l'ai vu à Paris beaucoup plus tard, une fois. Henri Robillot. C'était au Ritz. Il y avait une espèce de réception à titre de traducteur. Il s'était installé là. Un soir, il sort de... Ça, c'est le faste. Hein. Il sort de la guerre, il va s'installer au Ritz, où il y a des malles qui sont restés pendant des années, dans lesquels il avait laissé des textes, des manuscrits, il me semble. Alors, qu'est-ce qu'il a dit au Ritz? Il était content des traductions, il donnait quand même quelques consignes. Je sais pas, je crois qu'il savait pas le français, très peu. Et il était beaucoup moins enquiquinant comme auteur qu'avec un tas d'autres auteurs sur la qualité de leur traduction. Mais alors, les traductions d'Hemingway, justement, il y a une anecdote, c'est que ce qui avait été traduit chez Gallimard, ça a été traduit Paradis perdu. Alors, pourquoi Paradis perdu? Il n'y a pas de paradis perdu dans ce texte. Il y a un conte qui s'appelle Hills Like White Elephants, c'est-à-dire des collines comme des éléphants blancs. Et à l'époque, traduire des collines comme des éléphants blancs, il n'en était pas question. La mélodie, ça n'a aucun sens. C'est comme plus tard l'espion qui venait du froid. Il a insisté, mais l'éditeur ne voulait pas. L'espion qui venait du froid, qu'est-ce que ça veut dire? Et au contraire, ça a une grande fortune, ce titre. Alors, pour des raisons personnelles, à Duhamel et moi, cette histoire très courte d'un homme qui voit son bonheur se détruire parce qu'il impose à sa femme de se faire avorter et qu'elle ne veut pas, c'était une forme de paradis perdu. Voilà, alors on avait appelé ça paradis perdu, et ça a été le titre du recueil. Ce qui a été contesté il n'y a pas très longtemps. Monsieur Kundera s'est intéressé à Hemingway et il a fait une enquête dans la maison en demandant pourquoi Paradis perdu. Alors il fait dire que ce n'est ces explications-là de Marcel et de l'impossibilité d'avoir un titre seulement littéral. D'un autre côté, on m'a dit ça, c'est une expression qui a un sens symbolique que je ne connais pas. Le fait est que dans le texte, la dame dit « Regarde tout le temps les collines, c'est dans une gare en Espagne où on crève de chaud, dans le demi-désert. Les collines ont l'air d'éléphants blancs. » Mais toujours est-il que je crois que ça a été repris, mais je ne peux même pas vous dire si ça a été traduit des collines comme des éléphants blancs. Maintenant, sans doute, on l'aurait respecté ce titre. Je descendis la rue entre les hautes maisons blanches, sales et lézardées, tournai à droite sur le terre-plein dégagé et ensoleillé, et pénétrai dans l'ombre de la closerie, zébrée par quelques derniers rayons. Alors la closerie, ce qui est intéressant, c'est que par exemple dans son roman posthume Îles à la dérive, qui se passe à Cuba, qui donc a priori n'a absolument rien à voir avec la vie parisienne, il y a tout un passage sous l'angle de la nostalgie du
petit garçon qui demande à son papa, raconte-moi, redis-moi comment c'était à Paris. Comme par hasard, il reparle de la closerie des Lilas. Mais alors là, je dirais presque sous l'angle domestique, comme si la closerie, c'était l'annexe de chez lui, où on venait boire du café au lait et manger des brioches. C'est pas le côté bar, là, c'est le côté arrière-cuisine, presque, je dirais, de Hemingway. Jacqueline Milan, nous sommes à la closerie des Lilas, devant le livre d'or, à la recherche de la signature de Hemingway. Oui. Alors la voilà, vous voyez. Alors il a même mis un petit mot, closerie des Lilas, d'un client fidèle, 1920-1956. C'était en 56 évidemment, puisqu'il le marque. Et puis alors là, c'est parce que ses enfants sont venus. Alors il y a Bambi qui est venu, il y a sa fille aussi, toujours fidèle. Hemingway, là c'est pour Jacqueline Milan, ça c'est après parce que... Et les Américains demandent à voir la signature. Ça, il n'y a rien à faire, ils le savent, dans toute l'Amérique ils le savent, alors ils viennent. Alors si bien que j'ai mis, comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec mon mari, ils se sont disputés à 10h du matin et à minuit ils étaient dans les bras l'un de l'autre avec beaucoup de bourbon. Hein. Alors donc quand Hemingway est mort, j'ai mis la plaque, vous la verrez tout à l'heure au bar, où il était tout le temps. Et avant il avait une table. Oui, c'est là-bas aussi. Mais j'ai pas mis la plaque sur la table, j'ai mis sur le bar. Parce que la table, moi, je l'ai connue, moi, au bar, mais je l'ai pas connue quand il a écrit Paris est une fête, par exemple. Moi, j'ai acheté ici en 1953. Bon, lui, c'était avant. Paris est une fête était déjà paru. Et après, ma foi, il est parti. Quand il venait à Paris, il venait ici, mais il venait pas souvent. Puis il est mort assez vite après. Il est mort en 62, je crois. 61. Alors, si vous voulez, Paris est une fête, le livre qu'il a fait parle de la closerie tout le temps. Je vous dis, il habitait rue Notre-Dame-des-Champs. Alors, c'est pour ça que j'ai mis sur mes menus, depuis 40 ans que je suis là, à la première page, Paris est une fête, Hemingway, parce qu'il avait un peu raison. Il y a eu des hauts et des bas dans la fête, mais enfin, c'est quand même toujours une fête, surtout ici, une fête littéraire, une fête de gens qui communiquent... Mais je trouve que Hemingway pour Paris et pour la closerie surtout, même il y a eu un film où il tourne et il dit son fils lui dit dans le bateau, vous l'avez vu ce film, en pleine mer, il dit regarde papa comme c'est beau la mer, il me dit c'est pas si beau que la closerie, il répond. En pleine mer, enfin c'est dans le film, mais ça devait être vrai vous savez, hein. Donnez-moi un menu closerie s'il vous plaît Eddie, donne-moi un menu au restaurant. Voilà, Paris est une fête, Hemingway, vous voyez. Oui, alors physiquement. Ah oui, il était comme ça. Alors ce jour-là, il était comme ça. Il était un tout petit peu plus ratatiné, mais enfin, il était comme ça. Mais vous avez regardé ses yeux? Oui, ils étaient tout petits. Pourquoi? Pour voir la couleur de ses yeux? Il devait être bleu quand même. Bleu, je crois. Oui, il devait être bleu. Ça, je peux pas vous le dire, hein. Mais enfin, je sais que c'était un homme... il faisait du bruit, il prenait de la place... Il était là, mais il était là. Hein. Vous dites que seule l'écriture opérera la différenciation sexuelle, et cependant ce livre-là, Le Jardin d'Éden, paraît au-delà de la mort de Hemingway, comme un certain nombre de grands livres. Je pense à Il est à la dérive. Alors comment est-ce que vous comprenez cela? Ce pouvoir neutralisé? Je crois pas. Je crois pas que ce soit neutralisé. Je pense même que c'est des effets calculés. C'est-à-dire que, par exemple, Paris est une fête, qui lui aussi traite de la question alors de façon très, très, très sérieuse, parce que je dirais que le cœur de Paris est une fête, c'est la façon dont Hemingway repère la question, c'est-à-dire comment il repère la question à Paris. Notamment dans la confrontation avec Gertrude Stein. Ça, c'est le cœur de l'expérimentation pour Hemingway sur la différence sexuelle. C'est dans la confrontation avec Gertrude Stein et aussi avec d'autres écrivains, bien évidemment, mais je dirais qu'il y a un repérage qui est fait par Hemingway à Paris à ce moment-là, qui est très clair. Et le fait que Paris est une fête, donc Movable Feast, parce que Paris est une fête, c'est bien, mais c'est pas tout à fait c'est la fête mobile au sens du calendrier catholique, c'est-à-dire le fait qu'une fête essentielle
calendrier n'interviendra pas à chaque année à la même date. Ça, c'est très très intéressant parce que c'est contre le cycle sexuel, bien évidemment. C'est le fait que c'est pas tous les 28 jours. Apériodique. C'est apériodique et ça, c'est très très important. Et bon, donc c'est fête mobile. Alors, Hemingway donne ça, et puis ça paraît de façon posthume, alors que le livre est terminé de son vivant. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas de modifications essentielles qui sont faites après sa mort. Ça, c'est des calculs d'Hemingway. C'est-à-dire, je pense qu'Hemingway, de manière très lucide, décide que ça paraîtra après sa mort. Et c'est très important parce que je crois que Paris est une fête, par exemple, qui est donc le premier posthume, est un combat d'Hemingway sur le terrain de la mémoire. C'est-à-dire, il s'agit bien de savoir comment on écrit l'histoire de ce siècle. Et Hemingway le dit d'ailleurs dans le petit texte qui précède Paris est une fête. Il dit, et on verra qu'un texte de fiction peut avoir des effets sur l'histoire réelle et des effets d'élucidation et de sens sur l'histoire réelle qu'aucun texte d'historien ne pourrait produire. Donc Hemingway est très, très conscient de ça. Et pour Île à la dérive et le Jardin d'Éden, Île à la dérive, pour moi, c'est une théorie de défense du paradis. C'est dans le titre anglais, c'est Île dans le courant, c'est-à-dire qu'il y a un courant et puis il y a des choses qui sont comme des îles et qui sont, à mon sens, qu'il faut comprendre comme des îlots de civilisation dans un courant de barbarie. Ça, c'est une vision un petit peu apocalyptique d'Hemingway. Et Île à la dérive, là encore, il n'y a pas d'urgence pour Hemingway. C'est-à-dire qu'il faut être bien conscient qu'Hemingway se préoccupe d'objectifs quasi militaires, c'est-à-dire qu'il publie Au-delà du fleuve et sous les arbres à un moment où on ne comprend absolument pas pourquoi il a écrit un roman pareil. Or, je crois qu'il y a des considérations stratégiques de la part d'Hemingway qui priment sur les considérations, je dirais, bêtement littéraires, au sens où j'ai un livre et je le publie. Hemingway est quelqu'un qui est capable de dire, Île à la dérive peut attendre. Il sait très bien que les textes qu'il va laisser derrière lui seront un jour publiés. Puis je me mis à penser, chez Lippe, à la première fois où j'avais été de nouveau capable d'écrire une nouvelle, après avoir tout perdu. C'était sur les hauteurs de Cortina d'Ampezzo, quand j'étais revenu pour y rejoindre Adlai, après avoir dû interrompre notre saison de ski de printemps pour me rendre en mission, en Rhénanie et dans la Ruhr. C'était une histoire très simple, intitulée « Hors de saison ». Et j'avais volontairement omis d'en raconter la fin, c'est-à-dire que le vieillard se pendait. Cette omission était due à ma nouvelle théorie, selon laquelle on pouvait omettre n'importe quelle partie d'une histoire, à condition que ce fût délibéré, car l'omission donnait plus de force au récit, et ainsi le lecteur ressentait plus encore qu'il ne comprenait. Bien, pensais-je, maintenant j'écris de telle sorte que personne ne me comprend même plus. Aucun doute là-dessus. Personne n'a besoin de ce genre de littérature. Mais on finira par me comprendre, de même qu'on a toujours fini par comprendre les peintres. Il n'y faut que du temps, et cela exige seulement de la confiance. Vous avez lu ce livre sur l'androgynie ? Oui, il y a toute une nouvelle partie de la critique maintenant qui s'intéresse beaucoup à ça. Et on peut déceler des traces, bien sûr dans les romans, mais aussi dans... il y a un très beau passage sur Scott Fitzgerald, dans Paris est une fête, où il parle de la bouche de Scott Fitzgerald. Voilà, je lis ça.
Scott était un homme qui ressemblait alors à un petit garçon avec un visage mi-beau, mi-joli. Il avait des cheveux très blonds et bouclés, un grand front, un regard vif et cordial et une bouche délicate aux lèvres allongées, typiquement irlandaises, qui, dans un visage de fille, aurait été la bouche d'une beauté. Son menton était bien modelé, il avait l'oreille agréablement tournée et un nez élégant, pur et presque beau. Tout cela n'aurait pas suffi à composer un joli visage, mais il fallait y ajouter le teint, les cheveux blonds et la bouche, cette bouche si troublante pour qui ne connaissait pas Scott, et plus troublante encore pour qui le connaissait. Il me semble que dans cette discussion de la bouche, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à l'androgynie et à l'homosexualité, une espèce d'attirance pour justement des êtres qui sont à la fois hommes et femmes. Au fond, l'androgynie, c'est aussi le rêve du frère et de la sœur qu'on retrouve dans le Jardin d'Éden. Oui, tout à fait. Et c'est là, ce qui est frappant, c'est que ça intervient très tôt dans le roman. On aurait pu imaginer que ce soit l'aboutissement du roman. Et en fait, ça commence par ça. Et ça, c'est quelque chose d'assez violent, d'assez choquant finalement. Cette espèce de relation incestueuse, c'est-à-dire le mari et la femme qui recréent une relation incestueuse entre un frère et une sœur. Et dès le chapitre 2 du Jardin d'Éden, on trouve cet enveloppement dans la nuit, et la nuit leur sert à exprimer à vivre leur fantasme, pas à exprimer, à les vivre. During the night, he had felt her hands touching him, and when he woke, it was in the moonlight, and she had made the dark magic of the change again. And he did not say no when she spoke to him and asked the questions, and he felt the change so that it hurt him all through. And when it was finished, after they were both exhausted, she was shaking, and she whispered to him, "Now we've done it. Now we really have done it." C'est-à-dire qu'ils ont franchi cette limite, cette ligne, en jouant aux frères et à la sœur qui font l'amour dans la nuit. Et ce qui est toujours un peu drôle et justement assez choquant, c'est qu'il a faim. On passe beaucoup de temps à manger dans ces romans et à boire. Comme s'il y avait toujours une impression de vide après l'amour. Ça, c'est toujours précisé. Il y a quelque chose d'un peu animal dans cette façon de vivre le corps, de vivre les émotions dans leur, leur matité la plus charnelle. Quelque chose de très physique, très concret, mais qui n'évacue pas du tout la dimension tragique, mais qui ne la dit pas. Ce qu'on fait pour donner du plaisir à quelqu'un qu'on aime est très honorable. Bien, dit le colonel, je les prendrai, pour le meilleur ou pour le pire. Et maintenant, dis-moi merci, dit la jeune fille, et elle lui glissa les émeraudes dans la poche avec la promptitude et l'adresse d'un voleur de bijoux professionnel. Je les avais prises avec moi parce que j'y ai pensé toute la semaine et que j'avais finalement pris la décision de te les donner. Je croyais que c'était à ma main que tu avais pensé. Ne sois pas méchant, Richard, ni stupide. Toi surtout, tu ne devrais jamais. C'est avec ta main que tu les touches, tu n'y avais pas pensé? Ils se mirent en marche, bras dessus, bras dessous, et lorsqu'ils gravirent le premier pont, le vent les cingla de plein fouet. Quand il sentit les lancements, le colonel se dit « Au diable, je m'en fous. » « Richard, dit la jeune fille, mets la main dans ta poche pour me faire plaisir et touche les émeraudes. » Le colonel s'exécuta. « C'est une sensation merveilleuse, dit-il. » On mesure mal encore aujourd'hui, je crois, la complexité des constructions romanesques chez Hemingway. On a tendance à dire que les romans d'Hemingway, de toute façon, ce sont de longues nouvelles, ce qui ne me paraît pas
vrai. Je crois qu'il y a des romans d'Hemingway et qu'il y a des recherches de composition, des correspondances secrètes, cachées d'ailleurs, quand on regarde par exemple Au-delà du fleuve et sous les arbres. C'est un des romans les plus comment dire, cryptés qui ait été écrit dans la littérature américaine contemporaine. Donc, un exemple simple, c'est par exemple la façon dont Hemingway dissimule les scènes sexuelles dans Au-delà du fleuve et sous les arbres. Au moment où j'ai découvert Au-delà du fleuve et sous les arbres, j'ai passé un certain nombre de choses comme ça que j'ai lues. En même temps, il y avait une sorte d'intérêt, je dirais, d'ordre sexuel, parce que je me disais, tiens, il se passe des choses, mais je ne voyais pas ce qui se passait. Et puis, j'ai relu et j'ai découvert, par exemple, une scène de masturbation par le colonel Cantwell de la jeune fille dans une gondole, qui est un chef-d'œuvre de dissimulation, précisément. Et j'ai fait lire donc la scène à un certain nombre d'amis, et la scène échappe systématiquement à la première lecture. C'est un effort de la part d'Hemingway de dissimulation qui est bien évidemment calculé et qui me paraît jouer un rôle essentiel, parce que je crois qu'il conçoit Au-delà du fleuve et sous les arbres comme un roman dont il ne faut pas donner accès à tout le monde. Adriana Ivancic, 3 juin 1950. J'essaie d'obtenir une bonne discipline par principe. Et c'est bon pour moi, car j'en ai besoin moi aussi. À présent, j'écris une lettre égoïste, parce que sans toi, je me sens seul. Et je n'ai pas envie de dire ces choses à personne d'autre. Depuis que j'ai eu l'âge de ton frère, j'ai été chef de famille. Depuis que j'ai eu l'âge de ton frère, j'ai été chef de famille. J'ai payé toutes les dettes de mon père. Mis de mon mieux un terme aux extravagances de ma mère. Subvenu à ses besoins et à ceux de ses autres enfants. Me suis battue dans toutes les guerres. Élevé mes enfants. Me suis mariée et démariée. Et payé toutes les factures. Et écrit aussi bien que possible. Je te prie donc de croire que je suis un animal à moitié raisonnable et que je n'encouragerai jamais quelque chose qui pourrait être mauvais pour Gianfranco, pas plus que pour Jackie ou pour toi. Suis prévenu en ta faveur, parce que je suis amoureux de toi. Mais dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance où serait en jeu mon bonheur ou ton bonheur, je voudrais toujours que ton bonheur gagne et retirerai le mien de la course. À présent, je dois m'arrêter. Mais peut-être tu as déjà cessé de lire. Je t'aime énormément. Mystère Papa. Qu'est-ce qui se passe? C'est un roman très lié. La partie la plus secrète et la plus intéressante probablement de la fin de la vie d'Hemingway, c'est-à-dire les relations qu'il a eues avec Adriana Ivancic, qui était une aristocrate vénitienne, très jeune, 18-19 ans dans le livre, elle s'appelle Renata. Philippe Solers, Archives INA, 1985. Hemingway a 50 ans et il va se mettre en scène sous la forme d'un colonel de l'armée américaine après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est très très intéressant de voir que, à propos de la Deuxième Guerre mondiale, à laquelle Hemingway a participé comme combattant, comme reporter, tout le monde se souvient de son entrée au Ritz, enfin finalement c'est Hemingway qui a libéré le Ritz, c'est-à-dire Paris. Il est très intéressant de voir que sa méditation sur la Deuxième Guerre mondiale, loin d'être dans sa ligne habituelle de la grande épopée militaire, ou des idéaux progressistes de sa jeunesse, puisque pour qui sonne le glas, etc., est au contraire un détachement complet, ironique, une sorte de fin de non-recevoir à tous les idéaux virilistes, héroïques ou pathétiques. Et c'est un livre où vous trouvez des réminiscences littéraires très étonnantes, n'est-ce pas? D'une part, bien entendu, les mémoires de Casanova qui sont à l'horizon. Il y a une promenade en gondole avec des allusions sexuelles tout à fait précises. Et d'autre part, un hommage qui me touche beaucoup, moi, personnellement, qui est un hommage à Joyce. Donc, Au-delà du fleuve et sous les arbres, c'est quoi?
C'est le plus grand livre d'Hemingway, un des livres les plus importants, à mon avis, du roman du XXe siècle, et qui ramasse ce que j'appellerais chez Hemingway son désir du Sud. Et c'est pour ça aussi que c'est un livre très gênant. Hemingway, c'est un Américain de Chicago, protestant, qui n'a pas cessé de plaider, enfin, romanesquement, dans la perception, de plaider pour cette espèce d'émerveillement du Sud, l'Espagne, l'Italie. Et en dehors de toute cette vie africaine, de chasse et de mer et de pêche, il y a ce cœur de l'heure, qui est au-delà du fleuve et sous les arbres, qui se passe donc à Venise. Venise, c'est le moment où on va basculer vers la mort et où il n'y a strictement plus rien à faire qu'à échanger des propos très brefs sur les choses les plus superficielles de la vie, simplement le goût, le vin, la nourriture, le temps qui passe, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que Renata, la jeune fille en question, il s'agit donc d'un rapport entre un type vieux, usé, blessé, cicatrisé, qui va mourir d'une chasse au canard. La chasse au canard est faite pour montrer comment on prend le canard avec comme à peau une plante, c'est-à-dire que la femelle est là pour attirer le mâle qui va se faire tuer. C'est le sens du livre. Le désir sexuel est l'indice que la mise à mort va avoir lieu. Donc on est vraiment au fond des choses. C'est un thème qu'on retrouve souvent chez Hemingway. Eh bien, cette fille jeune, alors là, il faut entrer un peu dans la réalité, les coulisses du roman, c'est-à-dire qu'on sait qui c'est. C'était une fille qui s'appelait Adriana Ivancic, et qui s'est mariée après avec un comte, je crois, allemand, qui a toujours prétendu que ses relations avec Hemingway avaient été purement platoniques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a brûlé toutes ses lettres, probablement en 2000. Elle est allée ensuite à Cuba, au moment où il écrivait Le vieil homme et la mer, avec sa mère. Il y a eu donc là une relation extrêmement vive, violente, très légèrement décrite au-delà du fleuve. Et elle a fini quand même, en 1983, par se pendre dans sa propriété, pas loin de Venise, Trieste, par se pendre à un arbre dans son jardin, into the trees, sous les arbres, au-delà du fleuve et sous les arbres. Donc ça fait quand même une histoire très forte, confirmée par la réalité, ce qui arrive assez rarement quand même dans la littérature. Blue eyes, tell me did the angels bring me you? Are your lips rose petal too? Blue eyes, tell me Le Jardin d'Éden serait le roman de la nostalgie par rapport à un bonheur perdu. Oui, certainement un bonheur perdu et aussi une identité perdue, comme si dans ce roman se jouait toute la question de l'identité sexuelle, de la différence sexuelle. Cette femme qui se fait couper les cheveux comme un garçon, comme son mari, qui veut qu'il se fasse décolorer comme elle, et finalement qui lui jette dans les bras une femme lesbienne. C'est une femme qui joue avec la différence, qui essaie de comprendre ce que c'est qu'être un garçon, alors que c'est proprement l'inconnaissable. Alors comment tourne le triangle? Comment avance-t-il? Il avance en crabe, c'est-à-dire que le mari n'est pas tellement complice au départ, il n'est pas tellement intéressé par toute cette histoire, il veut surtout écrire. Il est dans les histoires qu'il écrit, mais il n'est pas dans les histoires qu'il vit. Il se laisse un peu porter par le vin blanc. Ils sont tout le temps en train de boire. C'est une constante dans toutes les histoires de Hemingway et dans tous les romans. Mais la souffrance, on la sent plutôt du côté de la femme. Et cette femme qui disparaît à la fin. L'une cède la place à l'autre. Oui.
Et ce qui est terrifiant finalement dans les dialogues de ce roman, ce sont tous les moments où celle qui a lancé tout ce processus dit ça va être comme avant, il ne s'est rien passé. Dans toute cette tentative de recouvrement, de délégation, c'est proprement terrifiant parce qu'on voit que c'est tout le contraire. Que la fêlure est là et qu'elle ne pourra plus être rebouchée. Où se trouve le Jardin d'Éden ? On pourrait peut-être le voir comme ce lieu en dehors de la civilisation qu'est la plage. Ils vont dans une crique inhabitée, ils se mettent nus, d'abord à 2, puis à 3. Et il y a peut-être justement une espèce de vérité du désir et de la différence sexuelle. Vous ne trouvez pas que pour aborder tous ces thèmes quand même un peu tabous, la violence d'écriture semble inversée? Oui, c'est sans doute la force de ce style de Hemingway qui est une absence d'effet, une absence de pathos. Il n'y a pas du tout de pathos, il n'y a pas d'effet pathétique, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de crise et il y a du non-dit. Donc effectivement dans les dialogues, on peut ne pas voir, on peut ne pas entendre, on peut rester sourd à cette souffrance. Mais elle est là partout. Et c'est vrai que l'écrivain n'est pas indifférent à ce qui se passe. Bien au contraire, il est peut-être celui qui a tout observé, mais c'est comme si son vrai travail, c'était pas dans la vie, c'était dans l'écriture. Son vrai travail, c'est pas d'aller, c'est pas de maîtriser ce qui se passe dans la vie, dans les relations, mais en revanche, c'est de maîtriser ce qu'il écrit. Des très beaux passages sur dans Paris est une fête, par exemple, sur son style maigre. Il y a un critique, enfin il met en scène, je ne pense pas que ce soit un dialogue réaliste, mais il met en scène un critique, justement à la closerie des Lilas, qui lui dit c'est trop maigre ce que tu fais. Alors il dit bon, je vais essayer de rajouter un peu de viande. Mais c'est ça qu'on aime justement dans le style Hemingway, c'est que c'est maigre, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas de gras. Marie-Christine Le Mardelet, Pierre Guglielmina, Henri Robillot, Michel Gresset, Geneviève Illiman, Jacqueline Milan, Philippe Solers, Archives INA 1985, voix de Ernest Hemingway, texte lu par André S. Labarthe, Hélène Lapioer, Hugues Kester, enregistrement et mixage, Jean-Claude Gauthier, Annick Brien, Monique Pratt. Ernest Hemingway, 1899-1961, Gendève, Jean-Claude Loiseau.